Bonjour à vous tous et bienvenue à ce troisième webinaire Grande Culture d'une série de 4. Mon nom est Isabelle Bernard, je suis agronome et conseillère en Grande Culture à la Direction régionale du Centre du Québec du MAPAC. J'aurai le plaisir d'être votre animatrice pour ce webinaire. Je serai accompagnée par ma collègue et co-animatrice, Louise Lévesque, qui est agronome et conseillère en production animale à la Direction régionale de la Mauricie. Les webinaires Grande Culture sont une initiative de Direction régionale de la Montérégie, de la Mauricie, du Centre du Québec et de Montréal-Laval-Lanaudière du MAPAC, en collaboration avec la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Nous souhaitons également remercier notre commanditaire pour ce webinaire, Agrigo Conseil. Agrigo Conseil est une équipe d'agronomes dynamiques qui accompagne les gestionnaires d'entreprises agricoles dans la prise de décision et l'atteinte de leurs objectifs. L'équipe offre du conseil en production laitière, du conseil de gestion et un service de tenue de livre réunis dans une approche complémentaire au bénéfice des fermes laitières. Voici un aperçu du déroulement de l'avant-midi. La première conférence sera présentée par Mme Karen Bergeron et s'intitule « Comment la production de fourrage influence-t-elle la marge alimentaire de mon troupeau ?» Nous aurons une deuxième conférence à 10 heures présentée par David Cécile sur les plantes fourragères à la ferme Iceberg. Commençons maintenant avec la première conférence. Nous sommes très heureux d'accueillir Mme Karen Bergeron. Karen, je vous invite à ouvrir votre caméra et votre micro. Karen est agronome et détentrice d'une maîtrise en sciences animales. Riche d'une expérience variée des 20 dernières années en tant que conseillère stratégique au sein de l'Actanet, c'est avec fébrilité et enthousiasme qu'elle intègre la famille d'Agrigo Conseil en 2025 en tant que consultante en production laitière. Passionnée de tout ce qui touche à la production laitière, elle s'intéresse plus particulièrement à la régie du troupeau, l'élevage des sujets de remplacement, la production de fourrage, l'alimentation ainsi que la marge alimentaire. Sa créativité et son écoute lui permettent de proposer des solutions innovantes, adaptées à la réalité des producteurs. Passionnée des gens et des animaux, c'est avec engagement qu'elle accompagne les producteurs laitiers dans l'atteinte de leurs objectifs, quels qu'ils soient. Son approche privilégie le travail d'équipe dans le plaisir, puisque c'est en regroupant nos forces que nous avançons. Karen, à vous la parole maintenant. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour parler d'un sujet qui me passionne. Je veux remercier le MAPAC d'avoir pensé à moi pour cette conférence-là. Je trouve que c'est une conférence qui est intéressante. Vous allez voir, avec mon bagage, j'ai combiné un petit peu l'effet du côté économique, qui est important quand même en production laitière, avec le côté productivité, puis le côté de ce qu'on récolte dans les champs. C'est qu'aujourd'hui, ben, on va voir comment que la production de fourrage influence la marge alimentaire de mon troupeau. Donc, ce qu'on va regarder au début, on va passer les chiffres au début, comme ça on va garder comme le plus dynamique pour la fin. On va voir un petit peu décortiquer le coût de production du foin. On va voir comment le coût de production du foin va influencer la marge alimentaire, puis également comment les rendements influencent le coût de production du foin. Ensuite de ça, la deuxième partie de ma conférence, ben, vous allez voir, c'est un peu la présentation de cas réels de fermes que j'ai questionnés pour voir un petit peu leur point de vue puis ce qu'ils font au niveau des champs. Donc, pour commencer, au niveau des données que je vais vous présenter durant la présentation, les données viennent d'un groupe qu'on appelle, nous, Évolution. Donc, c'est des fermes qui font partie de 7 groupes conseils, un petit peu comme Agrigo Conseil. Donc, vous les voyez à l'écran, le regroupement des 7 groupes conseils. Donc, ça se situe là, un petit peu partout au Québec. On a 188 fermes laitières qui participent aux données depuis 3 ans. Donc, c'est les mêmes fermes qu'on retrouve d'année après année puis qu'on suit. Pour faire partie de cette banque de données-là, on a besoin d'avoir 65 du chiffre d'affaires en revenus bruts laitiers. Donc, ça, c'est notre base de données. Fait que c'est de là que j'ai sorti un petit peu les comparatifs au niveau des coûts. Fait que si je commence avec, c'est pas très un scoop, là, on s'entend, produire du foin, ça coûte cher. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on le dit. En 2024, combien ça coûtait produire du foin? 364 la tonne. Ça, c'est la moyenne de notre groupe en 2024. Si je décortique un petit peu d'où est-ce qu'il vient ce montant-là, qui est quand même élevé,
Ben, vous voyez la distribution ici. Euh, Si on regarde là, les engrais, les approvisionnements, tout ce qui est les pesticides, les plastiques, tout ça, ça représente 15% du coût total de notre coût de production du foin. Des fois, on se demande la machinerie, les équipements, ben, qu'est-ce que ça donne comme effet? Ben, c'est quand même important. Puis, tu sais, c'est pour ça que sûrement que votre conseiller en gestion vous en parle des fois, mais ça représente 37% du coût de production. Donc, c'est quand même une part qui n'est à pas négliger. Puis le reste du coût de production, c'est en fait les autres charges fixes. Donc, c'est les charges fixes moins les amortissements de machinerie que j'ai mis dans la partie machinerie. Fait que dans les charges fixes, on a les intérêts sur les emprunts, on a les salaires, on a tout ce qui est les assurances, tout ça. Donc, ça fait pas mal le portrait de notre coût de production du foin. Si je regarde, j'ai dit, je vais aller voir dans notre groupe de fermes qu'on suit depuis 3 ans, donc de 2022 à 2024, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du coût de production du foin, puis des rendements. Si vous regardez la ligne en jaune ici, on voit que ça ici, c'est mon coût de production ici, on est passé de 305 à 364 la tonne. Fait qu'à première vue, on dit que ça augmente quand même beaucoup le coût de production du foin dans les 3 dernières années. En même temps, vous voyez, j'ai mis le rendement ici qui diminue, qui est passé de 6,6 à 6,1 tonnes de matière sèche à l'hectare. Est-ce que c'est juste l'effet du rendement qui fait le coût de production qui augmente? Ben, en regardant plus en détail les données, ben non, c'est pas juste ça. En fait, il y a une grosse partie du coût de production qui a augmenté qui vient du fait de la hausse des taux d'intérêt qu'on a eu dans les dernières années. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'effet de la hausse des taux d'intérêt pour voir comment le coût de production du foin aurait évolué. Fait que ce qu'on voit, c'est que si j'enlève l'effet de l'augmentation du taux d'intérêt, ben, l'augmentation est beaucoup moins élevée. Donc, c'est pour ça que ici, je dis, ben, le coût de production du foin, il se maintient. Parce que au final, en enlevant les taux d'intérêt dans le coût de production, ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment l'effet du rendement qui diminue qui a eu l'impact de faire augmenter mon coût de production ici. Donc, je suis passé de 6,6 à 6,1 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc, ça, c'est pas mal les constats globaux des chiffres qu'on a. Ensuite de ça, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir chacune des 188 fermes en 2024, puis je suis allée relever les informations au niveau du rendement. Donc là, je pense que ça va vous frapper cette diapo-là. Surtout ce que j'ai mis dans l'espèce d'éclair, là, parce que je pense que c'est un petit peu intense comme différence, mais la variation au niveau du rendement entre mes 188 fermes, ça passait de 2,6 à 12,7 tonnes de matière sèche à l'hectare. Fait que c'est énorme la différence. Puis là, sûrement, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour juste avoir 2,6 tonnes de matière sèche à l'hectare? J'ai pas toutes les réponses pour vous parce que je sais, j'ai pas le détail de chacune des fermes, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a une immense variation du rendement entre les fermes. Puis je vous rappelle que notre groupe, c'est vraiment des fermes laitières. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la distribution des fermes selon le rendement. Fait que vous avez ici le nombre de fermes, puis vous avez le rendement ici en bas. Fait que on voit que la majorité de nos fermes se situent ici, ce qui n'est pas très étonnant étant donné la moyenne à 6,1 que je viens de vous présenter. Au niveau des producteurs les plus productifs, ben, j'avais quand même 23 entreprises qui produisaient en moyenne 9 tonnes de matière sèche à l'hectare et plus, juste pour le foin. Fait que ça, c'est quand même impressionnant. Ce que ça me dit comme message, cette diapo-là, puis ces chiffres-là, c'est que bien entendu, selon votre région, selon le potentiel de vos champs, tu sais, vous le savez, chez vous, c'est pas tous vos champs qui ont le même potentiel de rendement par rapport au type de sol. Ça peut faire quand même une grosse différence. Mais par contre, ce que je pense qu'il est possible de réaliser, c'est que si vous vous situez dans la tranche ici, 6 à 7 tonnes de matière sèche à l'hectare, mais je pense que de viser le bâtonnet d'ensuite, d'augmenter d'1 tonne de matière sèche à l'hectare, je pense que ça, c'est faisable.
C'est peut-être pas tous vos champs ou toutes les entreprises qui sont capables de se retrouver ici, dépendamment de la région, mais certainement de faire un pas vers l'avant. Aujourd'hui, la présentation, c'est plus dans cette optique-là que je vais en discuter, de qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher 1 tonne de matière sèche à l'hectare de plus. Autre point intéressant, je me suis posé comme question, ben, quand on augmente ses rendements, est-ce que notre coût de production de fourrage diminue? Donc, encore là, je représente ici les points, c'est tout un point, c'est une ferme de mes 188 fermes. Puis ici, vous avez le rendement qui augmente. Puis, on a le coût de production ici. Donc, premier constat, c'est que pour un même rendement, le coût de production du foin varie énormément. Si je prends par exemple le rendement de 6 tonnes de matière sèche à l'hectare, qui est proche de ma moyenne, bien, vous voyez qu'il y a des entreprises qui produisent du foin autour de 250 la tonne. Par contre, il y a des gens qui ont le même rendement puis qui vont produire des fourrages à 500 même 550, 600 la tonne. Donc, c'est extrêmement variable. Fait que, bien entendu, ce n'est pas seulement le rendement qui explique le coût de production. Par contre, si vous voyez la courbe de tendance ici, on voit quand même qu'il y a une partie du coût de production qui est expliquée par le rendement plus élevé parce qu'on voit une tendance ici que plus le rendement augmente, bien, on est capable de diminuer notre coût de production. Donc, ça m'amène à dire, tu sais, tantôt, au début, je vous ai présenté que la machinerie, ça représentait 37 du coût de production. Puis, tu sais, des fois, avec mes discussions avec les producteurs, ben, tu sais, on n'a pas toujours nécessairement le goût de changer l'équipement avec lequel on travaille ou de changer notre façon de faire ou faire du forfait. Des fois, c'est un petit peu plus, ça nous demande des changements plus importants, mais des fois, on n'est pas très sûr d'y aller vers ça. Fait que ce que je me dis, c'est que si vous n'avez pas envie de jouer sur votre coût votre coût de machinerie, vous pouvez quand même jouer sur votre rendement. Puis de cette façon-là, vous allez améliorer votre coût de production. J'ai regardé aussi au niveau des rendements moyens en foin au Québec. Ça fait quand même plusieurs fois que je vois des présentations où on montre un petit peu ces genres de graphiques-là. Moi, j'ai reculé à 2005, en 2005 jusqu'à 2025. Moi, j'ai commencé à travailler en 2005. Fait que j'ai dit, bon, ben, depuis le temps que je travaille, qu'est-ce que le rendement en foin a fait au Québec? Ça, c'est des statistiques qui viennent de Statistique Canada. Fait que c'est sûr que si vous voyez ici le rendement en kilos à l'hectare, il est un peu plus bas que ce que moi j'avais dans notre groupe de 188 fermes. Donc, notre échantillon, c'est des fermes laitières qui sont peut-être un petit peu plus productives que la moyenne de toutes les productions de tous les producteurs de foin. Donc, ce qu'on voit là-dessus, c'est que, ben, on dirait qu'en 2016-2017, on avait envie d'augmenter. Le rendement avait envie d'augmenter. Ensuite de ça, ça a beaucoup diminué avec les sécheresses qu'on a eues. Puis, dans les dernières années, on est revenu au même niveau qu'on était il y a 20 ans. Donc, il n'y a pas trop eu d'évolution au niveau du rendement. D'un autre côté, euh, le prix des terres, lui, ben, je ne sais pas une grosse nouvelle non plus, il augmente. C'est que le prix des terres augmente. Moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est que avec le prix des terres qui augmente, ça nous oblige à faire un peu les choses différemment. Tu sais, avoir plus de rendement, ça nous permet d'avoir une croissance de l'entreprise, augmenter le nombre de vaches pour la même superficie de terre. Ça, je pense que c'est super intéressant parce que ça se peut qu'on ait des projets de- d'accroissement d'entreprise, mais que par rapport aux investissements qu'on a faits dans les dernières années, on n'a pas nécessairement les moyens d'acheter une terre tout de suite. Donc, le fait de travailler sur nos rendements, ça nous permet d'un petit peu étaler cet investissement-là, ce qui peut être quand même un avantage. Donc, par rapport à cette réflexion-là sur le prix des terres, tout ça, je me suis intéressée à aller voir la différence entre le groupe moyen puis le groupe de tête qu'on a en 2024. Donc, je vous présente ici les données. Ici, j'ai mon groupe moyen qui possède 134 kg de quota, puis j'ai mon groupe de tête qui possède 182 kg de quota. Si vous regardez au centre, là, ici, ma ferme moyenne alimente les animaux à 41 d'ensilage de maïs. Ici, dans mon groupe de tête,
on est à 43 d'ensilage de maïs dans les rations. Donc, somme toute, mon groupe moyen et mon groupe de tête ont des niveaux d'ensilage de maïs dans la ration qui sont très similaires. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que j'ai regardé la quantité d'hectares en fourrage nécessaire pour alimenter par rapport au kilo de quota détenu. Donc, ma ferme moyenne, on a 0,63 hectares en fourrage par kilo de quota détenu. Comparé à mon groupe de tête où on est à 0,53 hectares en fourrage par quota détenu. Donc, on a besoin de moins de terre pour alimenter notre troupeau pour la même productivité. Si vous voulez faire, s'il y a des producteurs qui sont en ligne, là, vous pouvez le faire le calcul là, rapidement. Là, c'est pas très difficile. Fait que ça peut vous situer un petit peu par rapport aux chiffres que je vous présente. D'où, d'où vient cette différence-là entre mes deux groupes par rapport à la superficie nécessaire en fourrage qui est moins élevée dans le groupe de tête? Elle vient de deux endroits. Première des choses, si on s'intéresse au rendement dans les champs. Si ici, on regarde, on est à 6,1 tonnes de matière sèche à l'hectare en foin, comparé à mon groupe de tête qui est à 6,9. Bon, bien, 6,1 à 6,9, c'est quand même 13 de plus de rendement. C'est significatif quand même. Si je regarde au niveau de l'ensilage de maïs, est-ce que le rendement est différent entre mes deux groupes? Pas beaucoup. J'étais à 12,6 ici versus 12,9. Ça, c'est une augmentation de 2 Donc, premier constat, c'est que j'ai besoin de moins de terre pour le même kilo de quota détenu dans mon groupe de tête parce que je produis plus de foin par hectare de matière sèche. Ça, c'est le premier constat. L'autre constat, ben, il est au niveau de la productivité des vaches. Fait que si vous voyez, ici, j'étais à 10 700 kg, 1,47 kg de matière grasse par vache, tandis qu'ici, j'étais à 11 200 puis 1,6 kg de matière grasse par vache. Donc, mes vaches sont plus productives ici aussi, ce qui m'aide à diminuer ma quantité d'hectares par quota détenu. Un autre calcul que je trouve quand même intéressant puis que vous pouvez faire aussi vous-même, c'est combien que je produis de litres de lait à l'hectare. Donc ici, j'étais à 13 644 litres de lait à l'hectare versus 16 530. Puis, un autre calcul intéressant, ben, au final, j'ai combien de vaches par hectare de fourrage? Ici, j'ai 1,3 vaches par hectare. Ici, j'étais à 1,5. Donc, quand je vous disais que le prix des terres, ben, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Mais par contre, si on améliore notre rendement, on peut avoir une certaine croissance de l'entreprise sans nécessairement avoir besoin d'acheter des terres rapidement. Donc, si je remets ça pour un troupeau de 100 vaches, la différence entre mes deux groupes, j'ai besoin de 77 hectares ici pour nourrir mon troupeau versus j'ai besoin de 67 hectares. Fait que j'ai quand même une grosse différence de 10 hectares que soit j'ai pas besoin d'avoir tout de suite ou que je peux cultiver autre chose, une autre culture qui va me permettre d'aller chercher des revenus intéressants. Et je pense que ça, c'est quand même intéressant comme constat. Euh, Ensuite de ça, j'ai fait des hypothèses. Puis là, je mets quand même l'accent sur c'est une hypothèse, OK? Je vous dis pas que c'est la vérité. Mais je me suis dit, mettons qu'on veut améliorer notre rendement, puis qu'on dit, ben on va mettre engrais, on va mettre de la chaux, tu sais, on va en mettre en masse pour être sûr que ça pousse. Donc, je dis, j'augmente mes frais d'approvisionnement de 20 Là, on s'entend, j'ai vraiment fait une hypothèse. Ce que ça donne, euh, j'augmente ici mes dollars à l'hectare de 61 à l'hectare par les engrais lachaux que j'ai mis. Puis j'ai fait l'hypothèse que j'augmentais mon rendement de 6,1 à 6,8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ben, qu'est-ce que ça donne sur le coût de production du foin? Ben, c'est intéressant. Tu sais, on va chercher un 40 la tonne de matière sèche en moins. Fait qu'on passe d'un coût moyen de 364 à 324. Donc, même si on investit pour aller chercher du rendement, ben, tu sais, au final, c'est payant de le faire. Donc, ça, je trouve que c'est un constat qui est intéressant aussi. Ensuite de ça, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe si on investit 100 000 en machinerie? Bon, là, j'ai pris 100 000. Vous allez peut-être dire, c'est pas beaucoup 100 000. On peut investir plus que 100 000, ça dépend des machines qu'on achète, mais je pars de cette hypothèse-là.
Donc, moi, chez Agrigo, je suis chanceuse, je suis entourée d'agroéconomistes. Alors, j'ai demandé à ma collègue Miko Bourgault de me regarder ça, qu'est-ce que ça donnait. Fait qu'elle m'a fourni ce petit tableau-là. Donc, elle me dit, Karen, si on investit 100 000, on amortit ça sur 10 ans avec un taux d'intérêt de 4,5. Bon, ce que ça va nous donner, c'est 15 000, à peu près 14 500 par année de frais. Bon, là, ce qu'on fait après ça, on dit, on va le diviser par le nombre euh, de foin produits, de tonnes de matière sèche produite. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris mon groupe moyen, qui est 78,9 hectares, à 6,1 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ça donne 481 tonnes de matière sèche produite. Donc, ce que ça donne sur le coût de production du foin, bien, si on investit 100 000, on ne change pas nos rendements, on passe de 364 à 394. Fait qu'on augmente de 30 la tonne de matière sèche. Fait que le message ici, c'est pas de vous dire de ne pas investir parce que parfois, on n'a pas le choix d'investir parce qu'il y a des équipements qui peuvent être un peu le, le point faible de notre chantier dans le silage, par exemple, qui nous font perdre quand même de l'efficacité. Fait que je pense que ça, c'est important. Mais c'est que si on investit, ben, on pourrait aussi investir du temps, de l'énergie ou tu sais, s'intéresser à aller améliorer notre rendement pour éviter que notre coût de production augmente trop. Fait que c'est un petit peu comme ça que je le vois. Euh, Là, je parle de rendement beaucoup depuis tantôt, puis je parle pour le foin. Puis là, sûrement que dans votre tête, vous dites, ouais, mais Karen, c'est bien simple, j'ai juste à faire de l'ensilage de maïs, puis je vais aller chercher bien plus de rendement. Puis en plus, ça va me prendre moins de superficie. Fait que, tu sais, vous n'avez pas tort là-dessus. Je vous présente ici le coût de production de l'ensilage de maïs, encore avec les 3 années ici, avec mes 188 fermes. Donc, on est passé de 262, 291 à 284. Donc, on voit que le coût de production de l'ensilage de maïs était plus stable, puis les rendements aussi. Bon, c'est sûr que ce n'est pas les rendements de 2025. Ça se peut très bien que cette année, ce ne soit pas tout à fait pareil. Mais effectivement, on a plus de rendement avec l'ensilage de maïs. Je vais revenir là-dessus tantôt. Donc, avec l'ensilage de maïs, on va chercher plus de rendement que l'ensilage de foin. On a vu que c'était possible d'augmenter nos rendements en foin quand même. Mais là, ce que j'ai voulu savoir, c'est on peut-tu être productif, faire de l'argent, peu importe le niveau d'ensilage de maïs qu'on utilise dans la ration. Les données que je vous présente, là, c'est moi chez Agrigo, je suis la seule qui fait du service conseil au niveau des producteurs laitiers. Donc, je fais souvent des calculs de marge alimentaire à la journée. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on alimente, combien ça nous coûte, les factures, puis combien qu'on sort de lait. Fait que dans ma clientèle, puis tu sais, je vous dis, c'est ma clientèle à moi, j'ai ressorti un petit peu la productivité selon le niveau d'ensilage de maïs de la ration. Fait que ici, je vous présente les kilos de matière grasse par vache par jour, selon ici en bas, le pourcentage d'ensilage de maïs de la ration. Premier constat qu'on peut faire en regardant ça, là, c'est qu'on ne dirait pas vraiment que le pourcentage d'ensilage de maïs de la ration est lié à la productivité en tant que telle. J'ai pas de producteurs qui ont en haut de 80 d'ensilage de maïs. J'en ai quelques-uns qui ont pas d'ensilage de maïs, mais avec ça, c'est un petit peu le constat que j'ai tiré dans ma clientèle. Au niveau de la marge alimentaire, ce que c'est la marge alimentaire, c'est mes revenus pour mon lait, moins mes coûts de concentré, moins mes coûts de fourrage. Donc, encore une fois, ma marge alimentaire, fait qu'on va être le plus haut possible par rapport au niveau d'ensilage de maïs de la ration. Encore là, le constat, c'est que peu importe le niveau d'ensilage de maïs de la ration, il n'y a pas vraiment d'effet sur ma marge alimentaire. Tu sais, je peux avoir une bonne marge, peu importe où je me situe. Dans les calculs que je fais de marge alimentaire, juste question de précision, j'utilise les prix standards, les coûts standards de l'ensilage de maïs et l'ensilage de foin. Ça, c'est fixé selon souvent des moyennes des dernières années. Fait qu'on est un petit peu en bas par rapport au coût de 2024. Fait que l'ensilage de maïs est à 250 la tonne de matière sèche, puis l'ensilage de foin est à 315 dans les calculs que je vous présente.
Souvent, on utilise les coûts standards pour les coûts de production du foin parce qu'on n'a pas les coûts réels de production du foin de la majorité des producteurs. Fait que ça nous dit que même si l'ensilage de maïs coûte moins cher la tonne, ben ça influence pas le niveau nécessairement de la marge qu'on peut avoir. Fait qu'on peut avoir une bonne marge alimentaire, peu importe le niveau d'ensilage de maïs de la ration. Je vous présente aussi la marge alimentaire par kilo pour ceux qui la regardent par kilo de matière grasse produite. Fait que le même constat est encore là. Euh, Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris des fermes à moi où j'ai fait varier dans les calculs de marge alimentaire pour une journée. J'ai fait varier le coût de production du foin passant de 364 à 324 pour voir si je diminue mon coût de production du foin, comment ça me donne d'argent au bout de l'année. J'ai fait deux scénarios. Fait que j'en ai fait un avec des fermes qui produisent 1,7 puis 1,8 kg de matière grasse par vache par jour, puis qui alimentent 40 d'ensilage de foin dans la ration. Ce que ça me donne ici pour les deux fermes, je vais récupérer 33 cents par vache, 35 cents par vache. Ça dépend de la quantité d'ensilage de maïs de la ration. Vous voyez que les marges alimentaires ne sont pas pareilles parce que ce pas nécessairement les mêmes concentrés qui sont alimentés. Mais c'est autour de 12 à 13 000 par année que ça représente. Bon, c'est quand même intéressant. J'ai fait le calcul cette fois-ci avec une ferme qui produit à peu près le même niveau de production, 1,7 kg de matière grasse par vache par jour, mais qui alimente 100 ensilage de maïs. Fait que ça, je vous dis, c'est dans une vraie ration, j'ai fait ça. Je vais gagner 97 cents par vache. Donc, c'est autour de 35 000 par année que je vais chercher en faisant passer mon coût de production du foin de 364 à 324. Fait que c'est normal que ce soit plus élevé, le gain d'économie pour la ferme qui est 100% ensilage de foin parce que je fais jouer mon coût de production sur un seul des deux fourrages. Donc, petite conclusion à cette partie-là, ben, c'est que je me rends compte que c'est possible d'améliorer sa marge alimentaire en travaillant son coût de production du foin, surtout notamment en augmentant son rendement. Donc, ma deuxième partie, quand on m'a demandé cette conférence-là, j'avais quand même vu plusieurs conférences qui avaient passé dans les dernières années sur un peu tout ce sujet-là. Fait que j'ai fait le tour. Puis là, je vous présente qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui a été présenté dans les dernières années. Bien, il y a eu un article du producteur de lait québécois en 2024 qui parlait de l'optimal au niveau de l'ensilage de maïs dans la ration. C'est quoi les proportions optimales? Ce qui est sorti de ces études-là qui ont été présentées dans l'article, c'est que le meilleur se situe entre 25 et 75 d'ensilage de maïs au niveau de la santé ruminale des animaux parce que l'ensilage de maïs est un bon complément à l'ensilage de foin, puis aussi au niveau des performances. Fait que, tu sais, ça rejoint quand même ce que je remarque dans ma clientèle, excepté que dans mon cas, mes clients qui n'ont pas d'ensilage de maïs ont des très bonnes performances, ont des performances équivalentes à ceux qui ont de l'ensilage de maïs. Donc, bon, on sait ça. On sait aussi ce qui a été présenté dans le webinaire Grande Culture l'année dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pourrez l'écouter. Mais une utilisation intensive de l'ensilage de maïs peut nuire à la santé des sols. Donc, c'est bon pour nos vaches, mais si on en utilise trop dans nos champs, on peut perdre au niveau des rendements aux champs et de la santé des sols. Bon. Ce qu'on sait aussi, c'est que les plantes fourragères pérennes, ils améliorent la santé des sols. Encore une fois, Congrès de l'Ordre des agronomes, colloque plantes fourragères en 2020, ce qui a été présenté, que les plantes pérennes, ça avait un bon côté au niveau du sol. Fait que ce qu'on voit, là, c'est que avoir l'ensilage de foin, l'ensilage de maïs, c'est assez complémentaire autant pour la productivité des animaux que pour les sols. Ici, je vous présente les bienfaits des plantes fourragères pérennes, un mini résumé, puis je veux remercier Marie-Noëlle Tivierge qui m'a fourni la diapositive. Mais c'est quoi tous les bienfaits des plantes fourragères? Plus de matière organique, donc une meilleure structure du sol, une meilleure profondeur d'enracinement des racines. On diminue l'érosion des sols, les pertes d'azote. On a plus de biodiversité dans le sol et au niveau des insectes, des oiseaux. Puis, on diminue nos gaz à effet de serre en augmentant nos stocks de carbone. Puis, on a le point, je pense, qui va vous intéresser beaucoup, là. On augmente les rendements des cultures suivantes. Donc, ça, c'est super intéressant. Si je garde des plantes pérennes dans ma rotation, bien, je vais améliorer mes rendements ensuite de mon soya, de mon maïs.
Fait que ça aussi, c'est intéressant. Enfin, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'améliorer ses rendements en plante fourragère, c'est possible. Webinaire Grande Culture l'année dernière, une super conférence ici où est-ce qu'on il nous a été montré toutes plein de choses qu'on pouvait faire qui amélioraient le rendement. Puis moi, ben, j'ai retourné que j'avais écrit un article dans le producteur de lait en 2020 où est-ce que je présentais calculer ses rendements en fourrage. Ben, c'est pas si compliqué. Fait que ça, c'est pas mal le tour de tout ce qu'on sait. Fait que là, moi, je me suis dit, ben, partant de là, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui fait que on est, tu sais, on arrive, on est encore au même point aujourd'hui? Fait que là, je vous fais une petite analogie, mais je me suis mis à penser à la fable Le lièvre et la tortue, puis je me suis dit, ouais, là, je pense qu'on est pas mal, on fait le lièvre, là, puis on attend un petit peu trop. Peut-être que ce serait le temps de se mettre en marche parce que je pense qu'on va perdre, là, tu sais. Fait que, tu sais, pour réussir quelque chose, ça prend du temps puis de la persévérance. Tu sais, ça prend pas nécessairement, tu sais, des capacités extrêmes. Ça prend juste du temps puis de la persévérance puis un désir de s'améliorer. Fait que ça, je pense qu'on peut l'avoir. Puis là, ben, je vous fais un petit clin d'œil avec cette fable-là, mais je pense que c'est le temps qu'on se mette à travailler. Fait que là, suite à ça, je me suis dit, bon, si on ne sait pas trop comment faire ou que ça ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, première des choses, je me suis souvenu que j'avais donné une conférence au colloque Plantes fourragères en 2020. Puis j'avais posé comme question dans la salle, pourquoi si peu d'intervenants et de producteurs s'intéressent au coût de production de fourrage? Puis là, les gens, tu sais, ils répondaient avec des phrases, des mots sur leur téléphone, ça apparaissait à l'écran. Puis j'avais demandé à une collègue dans la salle de me prendre une photo de ce qu'il y avait comme résultat. J'avais encore cette photo-là. Fait que parfois, c'est intéressant de garder des vieilles choses, mais si vous regardez là, sur la diapo, ce qui avait sorti, c'est manque de temps, manque de connaissances, c'est trop compliqué. Peut-être qu'il y en a qui voient le petit commentaire ici à droite, ça coûte pas cher. Bon, tant mieux si le producteur, ça lui coûtait pas cher en 2020. C'est pas tout à fait le constat que j'étais arrivé avec les chiffres que je vous ai montrés. Mais ça, je pense que c'est les raisons pour lesquelles on veut pas se mettre en action ou, tu sais, on trouve ça difficile. Fait que ce que j'ai fait tout à ça, c'est que j'ai questionné des producteurs qui avaient différentes philosophies, qui ont fait différentes actions au niveau des fourrages. Euh, Puis je vous présente ces cas-là aujourd'hui. Dans le fond, tu sais, je les ai questionnés à savoir ce qu'ils faisaient chez eux. Fait que, tu sais, je ne présente pas tous les détails de toutes les fermes, mais ici, je commence avec la ferme du Fjord. La ferme du Fjord, c'est à Chicoutimi, au Saguenay. Donc, à l'été 2025, je vous présente un petit peu ce qu'on a fait. La ferme, ben, c'est 405 hectares en culture, 101 hectares en foin, 100 vaches en lait en traite robotisée, puis autour de 55-60 d'ensilage de maïs dans la ration. Donc, moi, j'ai posé la question à Simon, ben, pourquoi tu as décidé de noter tes rendements par champ à l'été 2025? Parce que c'est ça qu'on a fait. Lui, il m'a dit, ben, pour voir ce qu'on fait de bon puis de moins bon. Pas juste se fier sur, ah, il avait l'air d'avoir du foin en masse ou, hey, il y avait du foin, la faucheuse, elle changeait de son. Tu sais, des fois, c'est des choses qu'on dit, puis par après, on se dit, ouais, c'est pas tellement des données fiables de juste se fier à nos impressions. C'est sûr qu'il m'a dit aussi, ben, c'est sûr, Karine, tu nous en as parlé, fait que, tu sais, on a dit, OK, on va le faire. Moi, je suis chanceuse parce que dans ma clientèle, j'ai vraiment des producteurs qui aiment ça, toujours se questionner puis avancer. Fait que je pense qu'on se motive l'un l'autre. Moi, je suis comme ça aussi. Fait que, tu sais, des fois, je motive mes producteurs à avancer, puis eux autres, ils me posent des questions, ça me motive aussi. Fait qu'on fait vraiment comme une belle équipe par rapport à ça. Alors, on se challenge tout le temps un peu. Fait que ça, ils ont décidé de prendre leur rendement. Comment ils ont fait? Ben, c'est Simon qui était au souffleur ou à la bagueuse, puis qui notait dans son cellulaire ses voyages euh, de ses voyages. Fait qu'il comptait ici avec quel type de boîte. Fait qu'on n'a pas toujours le même type de boîte. Fait qu'il notait il comptait ses boîtes. Puis aussi, ils ont un groupe Messenger entre Simon, Xavier puis Daniel qui travaillent dans les champs, puis ils vont se noter qu'est-ce qu'ils vont avoir récolté quand ils changent de foin, de champ. Fait que, dans le fond, au final, euh, on a réussi avec ça à avoir des rendements.
Puis je vous présente, Simon m'a fourni les données, puis là, j'ai calculé combien qu'on avait sorti selon les champs. Fait que vous avez ici les coupes 1, 2 et 3 avec les couleurs, puis vous avez les numéros de champ ici avec les rendements. Fait que premier constat, là, c'est que moi, puis Simon, Xavier, on était quand même impressionnés de voir qu'on avait des chances qu'on sortait 12 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et ça nous a full encouragé. On a dit, ah, tabarouette, ça va bien notre affaire. Puis là, ben, suite à ça, ben, ça a donné le goût, je pense, un petit peu de s'améliorer encore plus parce qu'on voyait qu'on faisait déjà des choses très bien. Fait qu'on pouvait sûrement encore s'améliorer. Ça n'a pas été parfait, notre prise de données durant l'été. Tu sais, des fois, on n'a comme pas noté quand on a changé de champ, surtout à la première coupe. Dans ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai un peu distribué le rendement en proportion de la superficie par champ, ce qui n'est pas parfait, mais à la deuxième coupe, à la troisième coupe, on s'est vraiment repris. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je mentionne que pour la ferme du Fjord, il y a une énorme amélioration de la qualité. Donc, ça ne s'est pas fait au détriment de la qualité. Puis ça, c'est bien important parce que on veut que les vaches produisent dans l'étalement. Fait que, tu sais, c'est pas d'aller chercher du rendement puis de diminuer la qualité. Fait que depuis 2 ans, une énorme amélioration au niveau de la qualité. J'ai demandé à Simon, est-ce que vous le referiez? Puis là, il m'a dit, ben oui, c'était pas compliqué finalement. Mais là, si vous voyez la photo de Xavier, ben lui, il avait l'air de trouver ça peut-être un petit peu plus exténuant. Mais donc, tu sais, au final, on l'a essayé, puis on a dit, ben finalement, si ça se fait bien. C'est juste de se prendre des moyens, puis de le mettre comme un peu dans notre routine. Ensuite de ça, j'ai demandé, qu'est-ce qui fait que chez vous, tu as les meilleurs rendements? Lui, ce qu'il m'a dit, il dit, moi, je trouve que le point le plus important chez nous qui a fait la différence, c'est d'utiliser un mélange d'espèces diversifiées. Lui, avant, il utilisait 80 de luzerne, 20 de graminées, mais moins de variétés de luzerne. Tu sais, maintenant, on a diminué un petit peu la luzerne, on a 2 variétés, on met du trèfle, on met du mil, de la fétuque, 2 variétés aussi, donc ce qui permet d'avoir tout le temps comme des plantes qui sont présentes. Puis, tu sais, quand je vous présente un petit peu ce que les fermes ont fait, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez ça chez vous, parce que chaque ferme est différente, mais je voulais vous apporter un petit peu le point de vue de chacun des producteurs, de leur cas. Les autres choses que Simon m'a mentionné qu'il faisait, ben, il dit, je fais des rotations rapides, je pense que ça m'aide. Lui, il implante avec le Soudan, puis il fait 3 ans de prairie. C'est pas tout le monde qui aime le Soudan. Dans son cas, ça a été bénéfique parce que les céréales, il avait tendance à étouffer la luzerne, ce qui se passait chez eux. Donc, avec le Soudan, on a des meilleurs résultats. Il m'a parlé aussi de ses pH. Chaule avant l'année d'implantation, puis il remet une dose l'année 2 pour entretenir le pH pour éviter qu'il baisse trop. Puis, quelque chose qui est intéressant quand on a discuté, c'est qu'il m'a dit, ben, on avait arrêté d'en mettre de la chaux, tu sais, on mettait tout le budget sur l'engrais. Tu sais, puis des fois, c'est ça qu'on a tendance à faire parce qu'on dirait qu'on met de la chaux si ça paraît pas. Fait que finalement, ils ont décidé de recouper un petit peu sur les engrais minéraux, font plus confiance au fond de terre, puis ils utilisent cet argent-là qu'ils ont libéré pour remettre de la chaux pour s'aider au niveau des plantes fourragères. Il m'a parlé aussi de la fertilisation, qui fertilise en engrais minéraux l'année d'implantation puis l'année 1, puis qui va mettre le fumier sur sur les prairies les années 2 et 3. Donc, fais attention à ces champs l'année d'implantation puis l'année 1. Et ça, il m'a aussi mentionné d'avoir un champ propre à l'implantation pour éviter la compétition avec les mauvais ailes. Fait que ça, c'est le cas de la ferme du Fjord. Je vais vous présenter une autre ferme qui est un cas différent. C'est la ferme Pérou à Baie-Saint-Paul, qui ont 260 hectares en culture, 117 hectares en foin, 60 vaches en lait en stabulation entravée, puis qui alimentent 100% d'ensilage d'herbe en ballon. Fait que vous voyez, c'est un autre type d'entreprise à Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix. Donc, j'ai demandé à Mathieu, qui est plus au niveau des champs, pourquoi tu as voulu améliorer tes rendements? Parce que ça fait quand même quelques années qu'il travaille ses rendements. Fait que là, Mathieu m'a dit, ben, quand on fauche un champ, c'est le même travail qu'on en ramasse plus ou moins. C'est plus payant parce qu'on peut faire moins grand pour ramasser le même volume. Puis en même temps, mais ça nous libère des superficies pour cultiver autre chose. Fait que ses rendements, il m'a partagé ses rendements par champ. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une différence selon les champs. Il y a des champs qui ont des meilleurs potentiels que d'autres. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans les régions de Saint-Hyacinthe, on est dans la région de Charlevoix. Donc, c'est des excellents rendements, 10 tonnes de matière sèche à l'hectare.
Puis ben, Mathieu, il dit, ah, les rendements sont meilleurs qu'avant, mais on a encore de la place à s'améliorer. Fait que Mathieu, il a toujours le désir de faire toujours mieux. Puis encore là, je mentionne l'importance de la qualité parce que c'est une ferme qui ont des excellents fourrages, qui travaillent à faire des fourrages jeunes pour faire du lait. Donc ça aussi, c'est important de le mentionner. Selon Mathieu, qu'est-ce qui fait les meilleurs rendements chez lui? Ben, lui, il me dit les bons pH, c'est la base. Lui, il vise 6,5 de pH haut, puis des champs plus bas que 6, ben, ils en ont quasiment plus. Fait que ça, c'était une amélioration qu'il a vue avec les années. Un petit fait intéressant que je vous partage qu'il m'a raconté, mais il m'a dit on avait semé deux champs côte à côte avec le même mélange, mais un avec un pH 6,7 puis l'autre 6,2. Puis là, il était à côté, il n'avait pas le choix de voir la différence, c'est que ça l'a convaincu que le pH était super important. L'autre point majeur, selon lui, c'est la fertilisation. C'est de l'azote, il en met. Il fertilise avec des engrais minéraux à l'implantation puis l'année 1. Lui aussi, même chose que Ferme du Fjord, va mettre le fumier sur les prairies des années d'ensuite. Il va fertiliser aussi en potassium les 2 premières années pour la survie à l'hiver. Donc, Mathieu, lui, il s'est fait accompagner pour ses changements, quand il a décidé d'améliorer le changement le rendement dans ses plantes fourragères. Il a travaillé avec l'agronome Émilie Douville de SEM Solutions. Donc, j'ai discuté avec Émilie pour voir, elle, de son côté, c'était quoi les recommandations qu'elle avait discutées avec Mathieu et qu'ils ont mis en place. Donc, eux autres, tu sais, Émilie, ce qu'elle a recommandé, c'est plus de choisir des espèces adaptées au champ puis à la régie d'alimentation plutôt que de travailler avec un mélange unique qui ne va pas nécessairement performer dans tous les champs. Puis ici, ben, ce qui est intéressant avec la ferme Pérou, c'est qu'on est en balle ronde. Fait qu'on a plus de flexibilité si on n'a pas des mélanges égaux. C'est pas comme si on met ça dans un silo ou dans un hack bag. Donc, ça a été une des choses qu'ils ont fait. Retravailler l'équilibre des mélanges. Passer d'un semis au 7 pouces et demi à un semis plein champ. Ensuite de ça, ils ont utilisé des stratégies de sursemis. Encore là, je vous rapporte des paroles d'Émilie que j'ai trouvées intéressantes. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'on est maintenant plus proactif au niveau du sursemis. On n'attend pas que les prairies se dégradent. Dans le sens que je vois qu'il y a beaucoup de proactivité là-dedans. Tu sais, on n'attend pas d'être face au résultat qui est décevant. On va prendre des actions. Puis aussi, beaucoup travailler la fertilisation adaptée au mélange. Un petit peu aussi le point de vue d'Émilie sur qu'est-ce qui fait la différence. Ben, ce qu'Émilie me mentionnait, c'est que ben, elle- ce qu'elle a observé, c'est que Mathieu prend plus le temps d'aller observer ce qui se passe au champ. Ça, c'est bénéfique. Ça permet de se questionner, tu sais, puis d'observer, puis de se questionner, puis de poser des actions suite à ça. Euh, Ensuite de ça, il s'est entouré aussi d'une équipe qui avait des objectifs dans le même sens que lui pour le faire progresser. Fait que ça aussi, ça a fait une différence dans ce cas-là. Donc ça, c'était pour la ferme Pérou. Maintenant, j'ai discuté aussi avec la ferme Floroma dans le coin de Portneuf, où leur particularité, je dirais, c'est qu'ils ont des rendements qui sont constants année après année dans les plantes fourragères. Encore une fois, quand j'ai parlé à Patrick, ben, il y avait beaucoup de choses qui se répétaient avec les deux autres fermes que je vous ai présentées. Donc, je ne vais pas nécessairement répéter ces points-là, mais je vais un peu mentionner ce que lui, les points forts. Présentement, l'année dernière, on était à 8,7 tonnes de matière sèche à l'hectare en moyenne, donc c'était quand même un bon rendement. Puis ce que j'ai aimé en discutant avec Patrick, c'est que lui il disait, ben moi, faut jamais se contenter du rendement qu'on a, il faut toujours aller plus loin. Fait que, tu sais, vous voyez encore un petit peu dans le même sens que Mathieu m'avait parlé. Ce qu'il m'a aussi mentionné, c'est que pour lui, c'est important d'avoir des plantes pérennes dans la rotation. Il ne veut pas nécessairement augmenter son ensilage de maïs parce qu'il trouve que ça a sa place, puis ça apporte quand même une bonne protéine dans les rations. Fait que c'est quelque chose qu'il veut conserver, mais travailler à avoir toujours un meilleur rendement. Il ne va jamais faire plus que 2 ans d'ensilage de maïs dans ses champs de suite. Puis aussi, à l'implantation, il va rouler avant, rouler après. Ça aussi, selon lui, ça a amélioré aussi son implantation de plantes fourragères, sa réussite du semis. Il va aussi fertiliser en souffle dans les luzernières pour améliorer le rendement. Puis si vous étiez là au webinaire l'année dernière, Grande Culture, ben, la présentation de Julie la Jeunesse, elle avait justement présenté des études avec le souffle, puis les images qu'elle avait présentées, je les ai encore en tête, mais c'était vraiment énorme la différence. Là, beaucoup plus de rendement de talage, de tige. Donc, on l'applique ici à la ferme Floroma, puis ça réussit bien.
Puis encore une fois, l'importance de la fertilisation en azote, là, je l'ai réécrit parce que tout le monde m'en a parlé. Fait que je pense que ça commence à être clair aussi. Fait que, encore une fois, des discussions super intéressantes avec une firme qui a des objectifs d'amélioration du rendement. Donc ça, c'est un peu les cas que je vous présente sur l'effet rendement dans les champs. J'ai deux autres exemples intéressants que je veux vous présenter aussi. L'exemple de la firme Lampron à Saint-Boniface de Shawinigan dans Mauricie. En fait, l'exemple que je vous présente, il est très frais parce qu'on était à une rencontre multidisciplinaire hier à la firme avec les gens des champs, puis les gens qui travaillent plus avec les vaches. Puis au cours de cette discussion-là, ben, Gabriel a présenté un outil Excel qui s'est fait que j'ai trouvé tellement extraordinaire que j'ai demandé si je peux l'ajouter dans ma présentation. Donc, j'ai ajouté ça hier et hier soir. Mais juste avant d'aller à son outil, la ferme Lampron, c'est une ferme qui est en régie biologique. Puis, ils ont 393 hectares en culture, 157 hectares en foin, 54 hectares en ensilage de maïs. Puis, ils ont 200 vaches en salle de traite, donc 36 d'ensilage de maïs dans la ration. Euh, Dans le fond, ce que Gabriel a fait, puis Gabriel est vraiment bon pour faire des, des fichiers Excel, fait que, tu sais, c'est intéressant. Il y a tout le temps toutes sortes d'idées pour jouer avec les données. Euh, mais ce qu'il a fait, c'est que, bon, je vous épargne, là, mais tu sais, ils vont compter leur rendement par champ dans les plans de fourrageurs puis dans toutes les cultures. Fait que ça, ils ont leur fichier de rendement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ici, Gabriel s'est fait un fichier dans lequel il va rentrer, là, tu sais, si vous voyez, depuis 2020 jusqu'à 2025, chacun de ces champs ici, la superficie, avec la culture cette année-là. Fait que pour un même champ, on est capable de suivre la rotation des différentes années. Pour chacune des années, euh, il va venir calculer le rendement de ce champ-là. Par exemple, ici, là, le F2, ça, c'est son année 2 en foin, en ensilage. Donc, si je regarde le champ 43, bon, ben, cette année, en 2025, lui, il a calculé tout le rendement des prairies en moyenne. Puis ce champ-là, ben, il est à 147 du rendement moyen de la ferme Lampron. Si on regarde l'année passée, le foin était à 115. Bon, il y a des années qu'on n'a pas nécessairement de rendement, c'est parce qu'on n'a pas réussi à avoir nos rendements pour toutes les cultures. L'année 2021, on était à 118 en soya, maïs en silage à 109. Fait que ça donne quand même une moyenne sur 6 ans de 122 en rendement par rapport au rendement moyen de la firme. Ce que je trouve vraiment intéressant là-dessus, c'est que là, bon, j'ai pas mis tout leur champ, là, vous comprendrez bien, mais ici, ce qu'on voit, c'est que on est capable de classer les champs sur leur potentiel de rendement par rapport à la moyenne de la firme. Fait que ici, j'ai présenté les meilleurs champs. Fait que, tu sais, on a vraiment des champs qui performent très, très bien. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'ils performent dans toutes, aussi bien dans toutes les cultures, où il y a des différences. Fait que ça nous permet de le voir aussi. Tu sais, on a comme par exemple le champ 89, l'année 1 de foin ici en 2022, ça avait été moyen, mais l'année d'ensuite, ça a été très bon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'ai pas le détail, mais c'est des réflexions qu'on a. Euh, Si je vous présente l'envers c'est le reste du tableau un petit peu par en bas, mais c'est qu'on voit ici, je l'ai classé avec les champs qui ont des moins bons rendements. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ces champs-là? Par exemple, hier, il y a eu des discussions sur est-ce qu'on devrait mettre encore de l'ensilage de maïs dans ces champs-là? Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire dans certains champs pour améliorer? Bon, il y a des champs qui ont des certaines particularités qu'on ne peut pas nécessairement faire grand-chose à court terme, mais ça nous permet de travailler nos champs qui diminuent notre rendement aussi. Bien, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis merci à Gabriel d'avoir voulu le partager avec vous aujourd'hui. Dernier exemple, c'est l'exemple de la ferme Marlise à Normandin au lac Saint-Jean. En fait, j'ai parlé à Guillaume. Guillaume, je le connais depuis plusieurs années, puis j'avais vu qu'il y avait eu un petit reportage du bulletin des agriculteurs sur ces fourrages dans la bourre. Si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, là, c'est vraiment intéressant là, de voir un petit peu Guillaume qui explique toute la stratégie à la firme.
Puis, c'est pas nécessairement sur toute la stratégie des champs que je voulais vous parler de ce que Guillaume fait. En discutant avec lui, il m'a partagé des fichiers qu'il avait fait aussi. Puis encore là, tu sais, vous voyez que dans mon travail, des fois, je fais juste ramener des bons coups de tous les producteurs parce que souvent, vous avez des bonnes idées. Puis je pense que c'est en les mettant en commun que ça nous motive aussi. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il combine ses rendements avec la qualité récoltée. Donc, je vous montre son fichier avec son numéro d'échantillon, son numéro de coupe, où est-ce que c'est situé à la ferme, type de culture dans le silage, dans quel champ il a récolté ça, à la coupe 1, 2, 3, combien il a ramassé de balles. Puis, donc, après ça, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans le même fichier, il va venir, ins- il va venir inscrire les données de l'analyse euh, du fourrage. Donc, tu sais, il est en combien en protéines, en matière sèche, en énergie ici, c'est quel mes meilleurs champs, mes meilleurs fourrages. Aussi, j'ai supprimé quelques colonnes parce que ça ne rentrait pas, mais il y a des informations sur la fermentation, le potassium, pour choisir les fourrages qui vont au vache-tari. Donc là, on est à finaliser, calculer les rendements plus en détail, puis on pourrait se rajouter vraiment un onglet avec tous nos rendements détaillés, mais on a toute l'information pour les calculer. Puis ce que je trouve, c'est vraiment de le combiner avec la qualité à côté. Je trouve que ça fait un outil qui est quand même intéressant. Puis Guillaume, il utilise des couleurs. Quand il a fini des lots, bon, ben, il émet, mettons, en rouge, ça c'est fait terminer. Fait qu'on sait vraiment où est-ce qu'on s'en va avec l'inventaire. Fait que ça permet de faire aussi un suivi au niveau de l'inventaire. Donc, suite à toutes mes discussions avec les producteurs, puis que je repense à un petit peu les freins qui étaient sortis quand j'avais fait la conférence en 2020 de pourquoi qu'on on bouge pas tant que ça au niveau des fourrages, ben, tu sais, suite à ça, je me dis, ben, on peut se demander si notre perception est juste. Tu sais, dans le fond, est-ce que si ça prend tant de temps que ça, puis est-ce que c'est si compliqué? Ben, je pense que l'expérience des producteurs qui l'ont essayé, qui ont osé l'essayer, ça nous dit que finalement, ben, c'est pas si pire que ça parce qu'ils continuent. Par manque de temps, je ne vous ai pas présenté un autre exemple, mais j'ai un autre producteur, un autre client qui note ses rendements depuis 2015. Fait que ça aussi, ça me, ça me fait dire que bon, c'est possible de le faire. Puis que c'est pas si compliqué, puis ça prend pas tant de temps, c'est juste de s'organiser puis oser essayer de le faire. Moi, un petit peu, suite au recul de tout ça, je me dis que les ingrédients du succès pour arriver à influencer nos rendements, pour éventuellement influencer nos coûts de production, ben, c'est trois choses qui ont ressorti beaucoup dans les discussions que j'ai eues. C'est surtout d'avoir le désir de s'améliorer. Je pense que, tu sais, ça transparaît dans ce que je vous ai présenté, mais les producteurs, ils voulaient s'améliorer. Il y avait vraiment le goût d'être meilleur là-dedans. Le fait aussi de prendre des données, ben, ça aide beaucoup à la prise de décision qui va être basée sur des faits plutôt que sur des impressions. Les impressions, là, c'est vraiment dangereux parce que même pour moi, comme consultante, j'essaie le plus possible de ne pas prendre des décisions sur des impressions, de toujours calculer parce qu'à chaque fois que je le fais, des fois, je suis surprise que, ah mon Dieu, on ne dirait pas que c'était comme ça, la fibre, puis finalement, en faisant mon pen state, mais c'est plus court, c'est plus long que je pensais. Fait que c'est un peu la même chose. Je pense que prendre des données, ça nous aide à prendre des meilleures décisions, puis ça nous sécurise aussi que ce qu'on investit ou ce qu'on fait comme temps ou en argent dans nos champs, ben, on a des résultats. Ou si on n'en a pas, pourquoi? On va se questionner, on va changer notre stratégie. Ensuite de ça, le point commun qui était de toutes mes discussions avec les producteurs, c'est que les gens s'entourent de personnes compétentes, mais de personnes compétentes qui croient en leur objectif, qui veulent eux autres aussi les emmener à la même place. Fait que ça fait des équipes dynamiques qui avancent. Donc, en conclusion, ben, ce qu'on a vu au niveau plus des données économiques, c'est que produire du foin, ça coûte cher, mais qu'on est capable d'avoir un certain contrôle sur le coût de production du foin avec notre rendement, en améliorant notre rendement. Augmenter ses rendements, on a vu que c'était possible.
Puis l'impact aussi de garder des plantes pérennes, l'ensilage de foin dans la rotation, ça permet d'améliorer la santé des sols et aussi d'améliorer le rendement des autres cultures. Fait que ça a sa place dans la rotation, puis ça a sa place aussi sur une ferme laitière. Parce qu'on a vu que la productivité des vaches, ben, où est-ce qu'on en avait? On avait la meilleure productivité, c'est quand on gardait des plantes fourragères, pas seulement s'en aller dans les extrêmes d'ensilage de maïs. Donc, ça nous permet d'avoir des bonnes marges alimentaires, une bonne productivité des vaches, puis aussi travailler sur notre rendement. Ça nous permet une croissance de l'entreprise, d'alimenter plus de vaches pour la même superficie. Donc, sur ce, ça termine ma présentation. Je vous remercie. Je pense que ça va être le temps des questions. Bonjour Karine. Bonjour Louise. Merci pour la super de belle présentation. On a une question dans le chat présentement. À travers ton expérience avec tes clients, est-ce qu'il y a des outils que tu aimes puis que les producteurs, tu leur as montré à utiliser pour aider à les convaincre à prendre des données par champ puis qui ont facilité la tâche dans le fond? Est-ce qu'il y a des outils qui existent selon toi? Ben, des outils, il y en a. Je pense que ce qui est important de trouver, c'est vraiment ce qui est le plus simple par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce que les gens vont trouver qui va mieux? Fait que souvent, tu sais, j'en ai qui écrivent ça encore dans des carnets, là. Je vous les ai pas montrés, mais il y en a qui ont des carnets où est-ce qu'ils écrivent leur rendement depuis 10 ans dedans. Fait qu'il y en a qui écrivent ça vraiment papier. Il y en a beaucoup qui utilisent juste notes dans le cellulaire. Je sais qu'il existe aussi des compteurs, là, des petites applications de compteurs sur le téléphone ou l'iPad. Fait que là, tu peux juste comme appuyer, puis ça va compter. Tu fais juste appuyer, puis ça compte tes boîtes, par exemple. Fait que ça aussi, c'est un outil qui existe. Euh, il y a des, tu sais, il y a des outils où on peut entrer en ligne des boîtes, mais souvent, ce qui est le commentaire des producteurs, c'est que vu que c'est des grosses journées, les chantiers d'ensilage, puis tout ça, ben, c'est quasiment plus facile de noter, ou il y en a qui vont se texter, il y en a qui vont... tu sais, moi, j'ai des producteurs aussi que cette année, dans le fond, ils me textaient leur quantité quand ils les faisaient à la fin d'un chantier. Je disais, regarde, texte-moi les, c'est pas grave, là. Tu sais, je te répondrai pas, là, mais je vais les avoir. Fait que là, ça faisait penser aussi de les noter comme ça. Fait que c'est un petit peu, je pense, de trouver la manière qui est plus facile pour nous, puis d'y aller avec ça. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que c'est difficile de les convaincre des noter? Parce que, tu sais, moi, je vois dans ta super de belle présentation, je vois qu'après qu'ils ont commencé à le faire, puis après qu'on a crunché ces données-là, ils sont super contents de l'avoir fait. Mais est-ce que c'est juste le premier pas qui est difficile? Ben, dans certains cas, oui. Parce que, comme je disais tantôt, c'est une grosse journée, fait qu'on dirait que ça rajoute par-dessus. Ça, c'est un point. Puis il y a l'autre point que j'ai pas mentionné, mais c'est des fois, je pense qu'on s'arrête parce qu'on se dit qu'on ne pourra pas être précis à 100%. Mais moi, ma vision là-dedans, c'est ben, on est peut-être mieux d'être pas précis à 100%, mais d'être moins pire que d'avoir aucune donnée. Fait que je me dis toujours, ben, tu sais, gars, on va partir, là, puis on va sortir de quoi avec ça, puis après ça, on s'améliorera. Parce qu'il y a toutes sortes de situations. Ah, mais des fois, ma boîte n'est pas tout le temps pleine. Ben là, je dis, on note des trois quarts de boîte, des demi-boîtes, tu sais. Euh, Fait que ça, c'est une affaire. Puis des fois, bon, ben, on a deux types de boîtes. Il y en a une que finalement, on n'a pas utilisée, on a brisé. Bon, on fait du mieux qu'on peut. Puis, tu sais, souvent, ben, avec les types de boîtes, je me dis tout le temps, ben, si on a deux 16 pieds puis une 18 pieds, ben, on y va en proportion. On t'a ramassé 16 boîtes, mais on le fait en proportion, c'est tout. Tu sais, on se trompera pas tant que ça, là, tu sais. Puis, ça va être... Fait que moi, je me dis tout le temps sur le petit pas de commencer à le faire, puis après ça, on verra pour s'améliorer. Tu sais, oui, il y a des balances où on peut peser les boîtes d'ensilage. Euh, Ce qui est plus contraignant là-dedans, c'est que c'est des balances avec les roues. Parce qu'il y a des balances qui existent où on peut passer avec la machinerie dessus, puis ils vont prendre le poids en passant sans s'arrêter, mais c'est des balances qui coûtent très cher. Donc, on Mhm. les a pas, ces balances-là. Parce que ça, je pense que ce serait facilitant vraiment, parce que ça compterait aussi le nombre de fois que tu as passé dessus. Mais c'est tout le temps une question de combien ça coûte. Puis, ben, tu sais, de peser les roues d'une boîte en silage, des fois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en peser une. On prend un échantillon dans la boîte pour avoir la matière sèche. Puis après ça, on a quand même une bonne idée de la quantité de matière sèche qui rentre dans notre boîte. C'est sûr que c'est pas toujours pareil selon le type de plante puis selon la matière sèche.
euh, combien que ce qui rentre dans ta boîte. Mais tu sais, ça va être mieux que rien. Puis souvent, mais on prend des calculateurs quand on n'a pas de pesée, ben, on prend les dimensions des boîtes, puis on prend des calculateurs. J'ai une autre question de Philippe qui demande si tu as des données sur les différences entre les types de maïs feuillu versus deux fins pour les pourcentages d'ensilage de maïs de la ration. Qu'il y avait dans les différents cas que j'ai présentés. Oui. Tu sais, est-ce que quelqu'un qui aurait des... Ben, dans les cas que j'ai présentés, c'était surtout des variétés de maïs en silage, là, la Mhm. majorité des clients. Fait que des fois, il y a un petit peu de maïs de foin pour compléter, là, mais en majorité des cas, c'est des maïs en silage, des variétés en silage. Joël demande, les producteurs ont aussi la quantité de fourrage donnée au troupeau un an après l'autre, puis c'est assez précis. De plus, la différence entre ce qui entre et ce qui sort est peut-être importante. Fait que dans le fond, elle demande si, dans nos façons de calculer le rendement, quand que vous refaites le calcul à l'envers avec ce qui a été soigné dans la ration, si on retrouve, si ça balance au final, là. Tu sais, quand on additionne tous les champs, puis qu'on regarde qu'est-ce qui a été soigné au troupeau, si on fait une belle job pour ramasser les données individuelles. Ben, c'est une bonne question. Il y a quand même des différences parce que, mettons, quand on compte les boîtes, OK, on prend ce qui est récolté dans le champ, mais après ça, on va le mettre dans un silo, dans une balle ou dans un silo presse, puis il va fermenter. Fait qu'il va avoir des pertes de fermentation qui sont normales. Puis après ça, il peut y avoir des pertes à la reprise. Par exemple, mon ensilage, il chauffe, que tu sais, j'en jette des fois une fois de temps en temps parce que j'en prends pas assez ou c'est mal conservé. Fait que quand je prends le rendement au champ, ça c'est pas impacté par la conservation. Versus quand je regarde les quantités consommées par les animaux, ben là, je tiens compte de comment ça a été conservé. Ce qui est quand même un aspect important aussi là, de rentrer de la qualité. On a bien beau rentrer de la qualité, mais c'est mal conservé, c'est pas de la qualité. Mais en général, il y a un 10 à 15 de perte dû à la fermentation, puis qui est dû aussi aux pertes là, à la reprise. Merci. On a aussi Tommy qui a des questionnements par rapport avec les données des producteurs que tu as présentées, puis à savoir s'ils ont toujours du succès à la survie à l'hiver, puis si ça l'impacte, tu sais, si ça l'explique des fois qu'il y a des champs qui ont eu des données moins bonnes ou si c'est des producteurs qui ont été chanceux dans la dernière année puis qui n'avaient pas eu de mortalité. C'est pas quelque chose qui est revenu beaucoup dans les discussions que j'ai eues. C'est sûr que si vous regardez les cas que j'ai présentés, c'est quand même dans des régions où il y a quand même un petit peu plus de neige que, mettons, dans le centre du Québec ou tout ça. Fait que ça aide à ce niveau-là. Par contre, par rapport aux fertilisations aussi que les producteurs mettaient, ils mettaient de la fertilisation pour aider à la survie à l'hiver. C'est pas des clients qui vont chercher la quatrième coupe non plus, la coupe tardive. Fait que ça aussi, ça aide, là. Fait que ça n'a pas été vraiment mentionné en tant que tel dans les coûts que j'ai présentés pour les données de rendement que j'ai présentées, mais ça peut arriver à être une raison qui fait qu'ils n'ont pas de rendement. Par contre, tu sais, si je me réfère à la ferme Perrault avec Mathieu qui disait, ben, tu sais, il va remettre de la- il va remettre du sursemis, tu sais, il va ressemer si le champ n'a pas bien résisté à l'hiver non plus. Fait que, tu sais, ça aussi, ça lui permet de justement se rattraper par rapport à si un champ ne survit pas, ben, il va avoir quand même du rendement. Puis je pense que, tu sais, un peu ce que ça montre, c'est que je pense que c'est de plus en plus important sur les entreprises de faire des rencontres un petit peu multidisciplinaires, tu sais, avec ben, ce que la personne dans les champs, tu sais, vous lui dites que vous voulez avoir, mais après ça, dans l'étable, ce que nous, on dit qu'on veut qu'il se passe, ben, il faudrait que ce soit cohérent. Puis c'est un peu pour ça aujourd'hui, tu sais, la présentation, moi je travaille plus dans l'État, mais je m'intéresse quand même au côté économique, puis je m'intéresse quand même au niveau des champs, mais je suis pas la personne la plus spécialisée au niveau de la gestion, ni la personne la plus spécialisée au niveau des champs, mais je suis capable de faire le lien entre les trois. Fait que je pense que c'est l'important de l'équipe, c'est d'avoir une bonne personne qui est en gestion, puis une bonne personne qui est dans les champs, puis une bonne personne qui vous aide aussi dans la régie de troupeau, puis à l'étable. Puis c'est ça que ça fait la force d'une équipe. Fait que de discuter, puis tu sais, de faire moins
moins juste des recommandations en silo, mais tu sais, d'avoir des rencontres multidisciplinaires, comme un peu l'exemple que je vous disais de la ferme Lampron, là, ça aide vraiment à prendre des meilleures décisions pour l'entreprise. Ben, merci infiniment, Karine, là. C'est super intéressant comme conférence. En tout cas, moi, j'ai adoré. Fait que maintenant, nous allons passer à la deuxième conférence qui sera présentée par Monsieur David Cessire, producteur laitier. Donc, David, je vous invite à ouvrir votre caméra et votre micro. David Cessire est propriétaire et président de l'entreprise laitière Ferme Iceberg, située à Saint-Stanislas de Kotka en Montérégie. Il représente la deuxième génération de la ferme. David est diplômé du programme Farm Management Technology à McGill en 2001. Il a acquis ses premières parts de sa mère au cours de cette même année. La ferme compte un troupeau de 290 têtes, dont 157 vaches en lactation. En 2018, une étable robotisée de 200 logettes a été construite pour répondre aux besoins du troupeau laitier et améliorer l'efficacité du travail. L'entreprise exploite environ 500 acres en cultures diversifiées, soit l'ensilage de maïs, le maïs grain, les plantes fourragères, le soya, l'herbe de Soudan, le seigle et le blé d'hiver. L'implication de ses deux enfants, actuellement étudiants au programme Farm Management Technology à McGill, assure une relève prometteuse. David a toujours eu à cœur de s'impliquer dans le milieu agricole. Il a siégé comme administrateur au Cercle d'amélioration du bétail de la région, ainsi qu'au Club Holstein Huntington-Armstown-Beauharnois. Il est présentement membre du conseil d'administration de Holstein Québec. La ferme participe également au projet de prise de données de gré jour pour l'évaluation de la croissance des plantes fourragères au printemps. Il nous présente ce matin sa présentation, Les plantes fourragères à la ferme Iceberg. Je n'en dis pas plus et je laisse la parole à M. Cessire. Bien, merci tout le monde. Merci d'être là, d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'aimerais féliciter Karine pour sa présentation. Il y a beaucoup de choses que je notais dans sa présentation qui va de pair avec la mienne. La marge alimentaire qu'on peut dégager avec nos fourrages, c'est super important. J'aimerais ça aussi remercier Caroline O'Grady qui m'a aidé pour la présentation à ramasser mes idées. Et d'entrée de jeu, ce que je voulais mentionner, c'est ça. Caroline, ici, depuis quelques années, on est une ferme qui participe aux analyses des degrés jaunes dans notre région, là, au MAPAC. Fait que je vais y aller comme ça par la présentation de mon entreprise. Une brève description. On avait 200 hectares, environ 500 acres en culture. Ça se répartit dans le maïs, le soya, le blé, le seigle et les plantes fourragères. Comme a été mentionné, on a bâti une étable robotisée en 2018 pour être capable à l'entreprise de continuer de grossir. Présentement, on produit à la ferme avec environ 152 vaches, un quota de 267 kilos. Fait qu'on dépasse présentement notre production. La production par jour, par vache, ça se situe environ à 1,75 à 1,80 avec des composantes avoisinant les 4,5, 3,3 protéines et gras. L'alimentation, c'est le nerf de la guerre à la ferme. C'est là que tout part pour les revenus. C'est pour ça qu'on va parler de plantes fourragères aujourd'hui. L'alimentation, dans le fond, à la ferme, on a une ration de base. Les robots supplémentent. Mais la ration de base est environ basée sur 27 kg de matière sèche. C'est important de mentionner que l'ensilage de foin qu'on donne, il y a une bonne partie qui est entreposée dans un harvester. Fait que la matière sèche est environ à 50%. Fait que la ration, elle se constitue présentement d'environ on a un objectif de 60-40 l'ensilage de maïs, ensilage de foin. Je vais y revenir. Mais présentement, on a 30 kg d'ensilage de maïs dans la ration. On a un 10 kg d'ensilage de foin de quatrième coupe, un 5 kg d'ensilage de foin de première coupe, du maïs humide moulu à raison de 2 kg. Le supplément personnalisé, on a 1,8 kg présentement qui inclut l'ajout des vitamines, minéraux et le bicarbonate de soude. Puis on complète avec le tourteau de soya dans la ration, balancer la protéine totale.
L'objectif, comme je disais, dans le fond, c'est de tirer le maximum de rendement dans les champs. Moi, j'aime bien le chiffre, qu'est-ce qu'on dégage, combien d'acres on nécessite par le nombre de têtes pour alimenter le troupeau. Fait que ça revient un petit peu avec la présentation de Karen là, par rapport à la marge alimentaire. Euh, L'objectif de vouloir soigner 60% d'ensilage de maïs, 40% d'ensilage de foin, c'est d'obtenir une ration stable avec peu de changements. Puis on a remarqué aussi avec l'ensilage de maïs, on obtient une ration assez riche en énergie, puis ça va de pair avec la production, un bon mélange avec la production, la haute production, puis être capable de conserver une bonne fertilité dans le troupeau. On veut maximiser nos terres, fait que présentement, on a environ 120 acres destinés, 120 acres destinés à l'ensilage de maïs, pour le même ratio à peu près destiné aux productions de plantes fourragères, là, fait qu'un autre 120 acres. L'importance des plantes fourragères dans la ration, ça m'amène à parler des plantes fourragères. Ben, ça joue un grand rôle dans mes rotations. La santé du rumen de nos vaches aussi. On voit que les vaches sont en santé et qu'on a des bons tests de gras avec une ration qui inclut des plantes fourragères. Puis ce que moi j'aime avec le mélange des deux, c'est on a une belle gestion du risque. C'est-à-dire qu'une année, par exemple, on peut avoir, je voudrais donner plein d'exemples, mais mettons, on peut avoir peut-être un maïs qui a amené plus de toxines, fait qu'on va combler la ration. On n'aura pas une ration 100% silage de maïs, fait que le fait qu'on ait des plantes fourragères va diminuer ce risque-là. En année qu'on peut avoir une sécheresse, on n'aura pas beaucoup de rendement dans les plantes fourragères, ben les ensilages de maïs vont combler la ration dans ce moment-là. Fait que disons qu'on on tire profit de chaque opportunité là, de ces deux fourrages-là. Pour ce qui est des rotations dans les champs à la ferme, on n'a pas nécessairement tous les mêmes types de rotation pour les champs. C'est dû au fait que ça peut inclure différentes topographies qu'on décide de semer plus de la grande culture. On a des champs plus éloignés des silos, des sites de récolte, fait qu'on va prioriser plus de la grande culture dans ces champs-là. Mais bon an, mal an, nos rotations incluent maïs, soya, prairie, maïs, soya, blé, puis maïs, soya, seigle. Fait que ça va être trois types de rotation. Puis il n'y a pas nécessairement il y aura pas nécessairement un laps de temps très précis à nos luzernières ou nos plantes fourragères dans nos rotations. Tant qu'on va être satisfait du rendement et de la qualité des prairies, on va les garder. Fait que par rapport aux rotations aussi, je vais en revenir plus tard, mais on vise peut-être dans le futur à implanter des prairies en août, la chose qu'on n'a pas faite encore. Les rotations, l'impact que ça a sur la ferme, c'est que ben, moi, ce que j'aime, c'est qu'on a une diminution du carbone. On a une augmentation des matières organiques là, quand on voit qu'on garde les prairies longtemps aussi. C'est un crédit d'azote, là. J'apprends rien à personne aujourd'hui. On le sait qu'on a des bons rendements dans le maïs puis dans les autres cultures quand on a un retour sur une luzernière. Fait que c'est un crédit d'azote aussi qu'on calcule pour le maïs puis le blé. Puis moi, ce que j'aime aussi des plantes fourragères, c'est que ça amène une diminution des produits d'arrosage, là. Fait que c'est le fun quand on peut donner un break à un sol pendant 3-4 ans. Si on maintient une belle fertilité, puis on maintient des belles prairies, c'est sûr qu'on va avoir une diminution des herbicides utilisés à la ferme. J'aimerais ça aussi parler de la gestion des plantes fourragères. C'est vraiment quelque chose
qu'on a beaucoup amélioré dans les 10 dernières années. Puis ça nous a amené vraiment des meilleurs rendements, puis une meilleure survie à l'hiver, tout ça. Fait que j'aimerais ça commencer par parler de l'implantation. Un secret, c'est d'avoir les bons équipements. Puis je pense qu'il ne faut pas se gêner non plus. Si on ne les a pas, les bons équipements, ben de faire appel à des forfaiteurs. Puis je pense qu'à à le maintenir, ça, année après année, là, un bon suivi de nos implantations. Fait que j'aime ça parler à la ferme. Chez nous, dans le fond, on a un semoir à grains, mais on l'a équipé avec un de laine. Puis, dans le fond, c'est ça, en tout début, c'est que, comme vous voyez sur la photo, c'est pas systématiquement qu'on pratique un nivelage, mais dans le fond, c'est plus par rapport au fait qu'on implante nos prairies avec un herbe de Soudan, qu'il faut déjà la semer dans un sol plus chaud. Fait on va terminer nos semis de soya et de maïs avant de s'attaquer aux semis des plantes fourragères. Chose que dans le passé, on se faisait dire semez vos luzernes tôt, vous allez avoir peut-être une fenêtre de plus pour des précipitations puis une implantation au printemps. Mais ce qu'on a vu, c'est que dans le fond, vu qu'on sème un peu plus tard, disons, dans les dernières semaines de mai, les prairies, c'est qu'on réussit à faire un faux semis aussi avec les mauvaises herbes. Puis on vient à bout de faire un petit nivelage. Là. Je ne parle pas d'un gros nivelage, là, mais un nivelage plus de surface. Puis ça va corriger un petit peu les imperfections. Ça va amener moins de ronds, moins de pertes hivernales, un meilleur drainage de surface. Puis c'est surtout ce qu'on a amélioré, c'est vraiment le terrain. On a vraiment, en pratiquant un passage avec la niveleuse, on a vraiment un bon contact là, avec notre semence, avec le sol. On a vraiment un sol ferme là, au semis. Fait que par la suite, comme vous voyez sur les photos, on a réussi un beau nivelage. Fait que si on nivelle pas avant, on va passer 2 coups de cultivateur, 2 coups de grabeur. Puis on va s'assurer avec la même chose, d'avoir un sol ferme en passant un coup de brillon avant le semis. Fait que sur la deuxième photo, ce qu'on voit, c'est un semis complété. Fait que peu importe le avant, le sol est ferme, puis le après, c'est qu'on va repasser un coup de brillon, un coup de rouleau pour s'assurer du bon contact avec la semence avec le sol. Puis on le voit que ça garde plus l'humidité dans le sol aussi, puis la levée est plus homogène, est plus uniforme. C'est ça. Ici, on a une photo de notre équipement, là, notre semoir avec le Delaine au centre. Le Delaine, ce qui amène, c'est que dans le fond, on va tout mettre nos semences fourragères au centre là, qui est acheminé au sol dans un endroit moins profond que les grains. Dans notre cas, c'est le Soudan. Fait que les grains sont tous à la bonne profondeur. Puis présentement, ce qu'on utilise, c'est un mélange de Soudan, un mélange excusez, de luzerne avec plusieurs graminées. Les graminées qu'on aime utiliser à la ferme présentement, c'est le raigrasse, la fétuque, puis le dactyle. C'est vraiment un mélange de graminées qui va nous offrir une combinaison de leurs points forts pour amener plus de rendement aussi. Puis on voit que ça nous amène aussi plus de pérennité là, dans nos plantes fourragères à long terme. Fait que par rapport à ça aussi, l'implantation se fait souvent dans un retour de soya. Ce qu'on aime, c'est vraiment contrôler les mauvaises herbes l'année d'avant, l'implantation de nos prairies. C'est super important. On le voit sur la photo, il n'y a pas de. Ça, dans ce cas-là, vous allez dire, ben non, c'est pas au printemps, non, c'est à l'automne. La photo a été prise pour un semis de blé d'automne, mais c'est le même équipement au printemps, là. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est vraiment de réussir à contrôler les mauvaises herbes dans le champ
On veut vraiment pas de compétition entre les mauvaises herbes puis l'implantation de nos plantes fourragères. Ça, c'est la première étape. La gestion des résidus, là, ça va avec ce que je dis, là. C'est que dans le fond, on l'a vu sur une photo antérieure, c'est qu'on ramasse même la paille de soya dans les champs, fait que il y a très peu de résidus là, déjà d'avance là, quand on implante nos prairies. Fait que les mauvaises herbes et les résidus, on ne veut pas qu'ils nuisent à l'implantation de nos prairies. Pour l'implantation du Soudan, on va y aller environ à des doses de 5 à 10 livres à l'acre. Ça va dépendre de nos textures de sol. On va augmenter la dose un petit peu dans les glazes, dans les sols plus lourds, puis on va diminuer la dose dans des sols plus légers. Là. La ferme est constituée principalement de l'onde là, chez nous. Fait on a vu aussi que si on se met un taux de trop fort dans le Soudan, ben là, la luzerne elle prend moins sa place aussi. Mais ce qu'on voit avec le Soudan, c'est qu'il y a une belle synergie entre le système racinaire des plantes fourragères du Soudan. Il laisse la place aux plantes fourragères. Puis c'est une plante qui pousse en hauteur. Elle laisse quand même de la luminosité vu qu'on sème pas trop fort aussi. Elle laisse une belle luminosité aux plantes fourragères pour s'installer. Puis ce que le Soudan amène, c'est qu'il nous amène un bon rendement dès l'année d'implantation aussi. Comme on voit sur l'image, là, on voit ça, c'est la suite à la première fauche de la luzerne, l'année d'implantation. On voit que le Soudan, il est quand même pas primordial là, dans notre semis. Là, on voit qu'on laisse de la place aux plantes fourragères. Ça m'amène aussi à parler de fertilisation. La fertilisation, Karen en a parlé aussi dans son témoignage, reportage. C'est super important. D'entrée de jeu, on a des champs quand même homogènes dans nos façons de semer, dans nos diversifications de plantes. Ça veut dire que la première coupe, on va avoir quand même un mélange qui va prioriser les graminées dû au fait que c'est le printemps et qu'on va avoir vraiment les graminées en début de saison. Fait qu'on va fertiliser souvent avec un mélange homogène là, en frais d'azote, phosphore, potasse. Souvent, on utilise un 19-19-19 au printemps. Puis la fertilisation se fait vraiment avant les semis, fait qu'elle va vraiment se faire là, début mai, fin avril, début mai, dans un contexte qu'on veut finir notre fertilisation de nos prairies avant d'entamer les semis à la ferme. On fertilise selon aussi chaque champ, mais souvent, le mélange va être à raison d'un 150-200 livres à l'acre au printemps. On mise aussi sur la fertilisation du bord et du soufre dans nos mélanges. Fait que la fertilisation, là, dans le fond, c'est ça. On commence au printemps avec un engrais comme ça. Puis on va souvent suivre avec un fumier après la première coupe, mais ça va juste être dans des prairies plus âgées. On ne veut pas maganer nos jeunes prairies. On veut laisser vraiment nos luzernes, nos racines de nos plantes fourragères bien s'implanter avant de commencer à penser à passer avec des équipements plus lourds dans nos champs. Puis ce qu'on trouve des fumiers quand on les applique au mois de juin ou juillet, c'est que dans le fond, ils minéralisent très rapidement avec la chaleur. Puis dans le fond, c'est ça, le printemps, on va prioriser un démarreur phosphore pour faire démarrer avec un azote pour donner du rendement à nos plantes fourragères, surtout les graminées. Puis par la suite, le fumier amène plus de potasse, ce qui, en saison chaude, juin, juillet à août, vont favoriser la luzerne. Puis c'est vraiment la luzerne qui va prendre la place en été là, pour amener beaucoup de rendement. Puis le timing avec les fumiers est valorisé à ce moment-là. La gestion il y a aussi, oui, la reproduction puis la floraison, c'est très important. On va, dans le fond, favoriser par rapport aux coupes. Dans l'année,
on va essayer d'avoir un laps de temps qui va améliorer la survie à l'hiver avec une régie de coupe, une gestion de coupe qu'on va laisser un plus grand écart. C'est surtout entre la troisième et la quatrième on va laisser un 45 jours là, pour emmagasiner les sucres à la plante pour qu'elle se donne des forces pour l'hiver. Fait que le timing parfait à la ferme, disons, là, les dates parfaites, ça serait 1er juin, 1er juillet, 1er août et 15 septembre pour des dates de fauche, considérant qu'on est en Montérégie-Ouest, là, qu'on a un bon climat assez facile pour faire 4 coupes là, dans notre coin. On va aussi essayer de suivre les degrés jour fournis par le MAPAC. Moi, ce que je trouve, c'est que dépendamment des années, il y a une bonne différence quand même avec des dates de fauche, que ça peut être plus précis. Puis, il y a aussi ce qu'on a remarqué à la ferme, c'est que nos types de sols vont faire en sorte aussi que le printemps, dans les sols plus lourds, surtout la luzerne, elle va commencer à pousser moins vite que d'autres types de sols. Fait que c'est un amalgame de tout ça qui fait qu'on a une prise de décision par rapport à nos dates de fauche ici. Ici, on a une photo d'une fauche d'herbe de Soudan qu'on a implantée avec une plante fourragère, là, un mélange de plantes fourragères. Ça, c'est notre première coupe. On mise vraiment sur un rendement qui peut aller jusqu'à 20 tonnes de matière sèche pour 4 coupes, là. Fait que c'est vraiment ça, là, le nerf de la guerre, c'est soit qu'on a une herbe de Soudan qu'on va valoriser un haut volume, puis je vais en parler plus tard, c'est que dans le fond, ça dépend de nos objectifs aussi à notre ferme. Dans notre cas, à notre ferme, l'herbe de Soudan, on situe l'herbe de Soudan qu'on va la donner à nos animaux de remplacement, fait que nos tares d'élevage. Fait qu'on ne vise pas nécessairement l'année d'implantation avec le Soudan. On ne vise pas que le Soudan nous amène beaucoup de protéines. On va viser vraiment plus sur le volume pour avoir un ensilage qui se situe alentour de 14-15 de protéines. Fait que, encore là, c'est propre à chaque ferme, mais c'est ça. Puis en même temps, ce que ça nous amène à faire, nous, à la ferme, c'est qu'on va gagner du rendement, puis on va viser une année d'implantation juste 2 coupes. C'est quelque chose qu'on vise pour ne pas diminuer les passages l'année d'implantation aussi. Fait que la diversification des espèces fourragères aussi dans nos prairies, elle nous amène vraiment à avoir plus de rendement. Ça, c'est ce qu'on a vu. On était habitué anciennement à des mélanges qu'on achetait tout fait, disons un mélange 80 de luzerne, 20 de mie. Fait on a délaissé le mie pour amener des graminées, comme je vous disais tantôt, là, soit le raigrasse, la fétuque puis le dactyle, qui vont vraiment être plus résistantes aux sécheresses. Puis en même temps, l'été, comme je vous disais, ça laisse place à des bons rendements à luzerne parce que la luzerne, avec les températures plus chaudes l'été, elle va vraiment prendre la place. Fait que ça nous amène vraiment des coupes subséquentes après la première coupe, qu'on est capable vraiment d'aller chercher de la super qualité avec beaucoup de protéines. Les bons et les moins bons coups à la ferme, j'aimerais ça préciser que c'est quelque chose on essaye tout le temps des nouvelles techniques, des nouveaux cultivars, tout ça. C'est quelque chose qu'on pousse tout le temps à la ferme à essayer des nouveautés. Puis malheureusement, des fois, ça nous amène à pas avoir les résultats escomptés. C'est encore là, c'est propre à chacun, à chaque région, mais dans notre cas, nous autres, on voyait vraiment, dans le fond, l'opportunité de faire de l'herbe de Soudan dans notre région versus un avoine pois, que ça nous amenait vraiment à avoir un gain en rendement avec ça. On voyait vraiment l'avoine pois, surtout après la première fauche, on n'avait aucun rendement. On avait une piètre qualité aussi là, de repousse, chose que l'herbe de Soudan nous fournit aussi une belle qualité
tout au long de l'année, là. Dans le fond aussi, on a dû revoir nos stratégies. On avait des structures d'entreposage à la ferme, des silotours, qui étaient accompagnés avec des sacs d'ensilage type Ag-Bag. On n'avait pas la machine non plus pour les Ag-Bag, fait qu'on faisait affaire avec un forfaitaire. On essayait de réunir toutes nos choses à faire en même temps, fait qu'on n'était pas nécessairement capable de récolter au bon temps ou les quantités qu'on aurait voulu. Fait que là, en ayant nos équipements là, présentement, c'est qu'on bénéficie d'un espace de stockage là, vraiment pour nos récoltes. Puis les structures d'entreposage, c'est le nerf de la guerre, c'est qu'on se rend compte que, par exemple, si une année, on a beaucoup de rendement dans le foin parce qu'on a des précipitations abondantes, bien, on va être capable de stocker toutes nos récoltes, puis pas nécessairement de détruire des luzernières parce qu'on a trop de stockage. Ça ne l'amènera pas nécessairement à se réajuster là, pour nos rotations puis nos ensemencements l'année d'après, là. Fait que ça a un gros impact sur notre marge alimentaire aussi, le fait d'être capable d'emmagasiner puis de stocker tous nos fourrages là, de cette façon-là, là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de fermes aussi qui ont encore dans la tête dans le fond, les objectifs, c'est juste de remplir un silo ou juste de remplir tant de sacs d'ensilage ou de bales. Mais nous autres, on a une vision plus à long terme pour entreposer ce que nos rendements nous permettent de faire. Là, on a une photo de ma fille Laurie qui date déjà de quelques années, mais on pourrait toutes les mettre. À chaque année, Laurie, elle se plaît lors des récoltes de venir analyser ça. Dans le fond, ce que je veux montrer avec cette photo-là, c'est que qu'on soit des vaches laitières ou des humains, on aime manger, puis on aime manger des aliments qui sentent bon. Puis on aime manger aussi avec nos yeux. Puis les textures aussi des aliments, c'est important. Fait qu'on aime, on aime récolter des aliments qui sentent bon, puis qui ont des bonnes textures, des bonnes longueurs de coupe, puis des fourrages efficaces dans le rumen. Dans le fond, c'est ça, l'attention particulière qu'on apporte à nos plantes fourragères, là, c'est au même niveau que nos grandes cultures. On veut vraiment réussir des beaux fourrages autant que des rendements dans le maïs grain puis dans le soya. Fait que ça va de sens avec tout ce qui est analyse de sol, fertilisation, rendement. Euh, on sait que la luzerne, elle peut amener une baisse de pH avec les années. Fait que dans le fond, moi, à la ferme, j'aime ça profiter du passage des plantes fourragères dans mes rotations pour soit maintenir ou améliorer mon taux de fertilité de mon sol. Fait qu'on on va pas lésiner les années que c'est en foin pour, pour minimiser la fertilisation. Là, on va justement le contraire. On sait qu'on épuise nos sols parce qu'on ramasse 4 coupes de foin par année. Fait que ça nécessite une bonne fertilisation. C'est ça. Fait qu'on va vraiment, on vise vraiment à augmenter nos taux de matière organique, surtout le taux de la potasse dans le sol, les années qu'on va être en luzerne. Puis le chaulage, là, Karen aussi en a parlé. C'est quelque chose, je pense, qu'il n'y a pas eu assez d'emphase là-dessus. Puis on voit vraiment une stagnation là, au Québec des plantes fourragères, des rendements depuis 20 dernières années. Puis je pense qu'il y a une grande partie que c'est dû aussi au manque de drainage. Puis on dirait qu'on va mettre des fois nos prairies dans des champs qui sont moins haut potentiel de rendement. Mais nous autres, à la ferme, c'est quasiment le contraire. On va choisir nos champs qui ont des bons potentiels de rendement pour viser des champs qui perdurent, des champs périns en plantes fourragères. Fait qu'on va vraiment, vraiment faire attention au chaulage, puis en primordial, de semer nos plantes fourragères dans des sols qui sont des pH très favorables. Là, à l'écran, on a une autre photo de mon garçon, dans le fond.
On s'est équipé d'un endaineur dans la dernière année. Tantôt, j'ai parlé des équipements. C'est pas mon but de dire que ça prend des équipements très dispendieux ou que ça prend nécessairement tous les équipements pour bien réussir. Karen l'a mentionné aussi dans sa présentation, les équipements ont quand même un bon pourcentage qui amène à dire que le coût de production des plantes fourrageurs. Mais moi les équipements, je les vois plus à long terme, d'un bon entretien de nos équipements, mais c'est ce qui parvient à la réussite de notre succès d'implantes fourragères, autant de l'implantation, autant de la récolte, puis autant de la qualité servie aux vaches. Fait que le fait d'avoir acheté ça, c'est qu'on a vu une diminution des cendres dans nos ensilages, puis on a une belle uniformité là, de la récolte. On est capable de récolter dans un laps de temps plus court, fait qu'on a une belle homogénéité de nos ensilages, puis de nos matières sèches aussi là, à la récolte, dans l'entreposage, dans nos structures d'entreposage. Puis ça se répercute jusqu'en avant des vaches à mangeoires. Là, on le voit, là, les ensilages, ça joue moins au yo-yo là, dans les humidités. Là. Fait que c'est un peu ça qui fait le tour de ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Merci beaucoup, David. Effectivement, moi, j'ai vraiment apprécié. Fait que je vais laisser maintenant Louise y aller avec les questions. Présentement, on a une question dans le chat. On va commencer par celle-là. Est-ce que tu as fait des tests de doses réduites en phosphore sur les prairies établies à voir pour voir si juste l'azote avait des effets positifs? Pas de phosphore, est-ce que tu vois une différence? Oui, ben, dans le fond, j'ai pas de test précis par rapport au phosphore. Comme je te dis, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place à la ferme dans les prochaines années. Pour l'instant, on s'est concentré dans les dernières années à nos techniques de semis, nos techniques de récolte. On prend beaucoup le temps d'analyser nos rendements, soit un rendement global de chaque récolte, soit un rendement champ par champ. Ça va être intéressant, justement, là, c'est là qu'on est rendu dans les prochaines années, évaluer l'effet de la fertilisation sur les prairies. Ce qui est quand même un défi à la ferme, c'est qu'on n'a pas nécessairement une homogénéité de nos sols puis de nos potentiels de rendement. Fait que pour l'instant, il va quand même tout le temps avec le même type de mélange de fertilisation au printemps. Puis, ce que j'aime c'est sûr qu'on on veut pas amener trop de phosphore pour rien. Puis le phosphore, il faut le minimiser le plus possible, point de vue environnement. Mais ce que moi, je décèle avec un apport de phosphore, c'est vraiment le démarrage des plantes fourragères au printemps. J'ai l'impression que ça nous donne vraiment une avance. Puis, c'est pas nécessairement sur le rendement immédiat, c'est que la première coupe va pouvoir réaliser plus rapidement. Puis des fois, la première coupe, on a besoin, mettons, je vais donner un exemple. Une année, on va dire, OK, on a besoin d'un 25 de notre première coupe qui est destinée pour l'élevage. Fait qu'on va considérer peut-être faire cette première coupe-là en dernier. Puis on va viser le 75 du rendement de la première coupe, le faire plus tôt. Fait que le fait de le fertiliser en phosphore, on va amener vraiment à récolter la première coupe. On a un bon démarrage, fait que la première coupe va être faite plus tôt. Fait que ça va laisser le plus de temps entre les autres coupes. Puis ça va améliorer plus de rendement, plus d'écart entre les autres coupes. Surtout quand on sait que les autres coupes, la protéine, elle diminue moins rapidement là, dans un laps de temps. Là. Fait que c'est plus le phosphore, je le vois plus de cette façon-là. Là. Mais ça va être intéressant dans les prochaines années, justement, de viser à réduire notre apport de phosphore dans les champs qui sont déjà plus haut l'analyse. Là. Gabriel demande quelles sont vos proportions de graminées légumineuses dans vos mélanges, puis ça va être la dernière question. Oui, ça aussi, dans le fond, ça va avec un petit peu les types de sols. On a des grosses glaises avec des pH qui sont quand même, c'est drôle à dire, mais c'est des pH qui sont toujours au-dessus de 7. Fait que c'est des terres qu'on aime mettre
En légumineuses, mais c'est des sols c'est des terres qu'on loue, ceux-là aussi. Puis c'est des terres qui ne sont pas drainées par le fait même. Fait que c'est un petit peu drôle à dire, mais c'est rare qu'on voit ça, là, mais c'est propre à ces terres-là. Fait que les luzernes puis les trèfles, ils font vraiment bien dans ces terres-là, puis on dirait que les graminées s'implantent moins. Fait que ces terres-là, on va vraiment les concentrer à mettre des mélanges un petit peu plus forts en légumineuses. Puis nos lombes, on va vraiment viser un mélange des espèces. Puis on voit qu'ils s'implantent mieux les graminées dans ces champs-là. Mais pour donner un exemple, là, on va toujours jouer alentour d'un 18 livres à l'acre de luzerne. Si on implante un petit peu de trèfle, on ne veut vraiment pas dépasser un 2 à 4 livres de trèfle. Puis là, on va descendre un petit peu la luzerne vers 14-15 livres à l'acre. Mais tu sais, nos légumineuses, on vise vraiment tout le temps à l'entour de 18 livres à l'acre. Puis les graminées, là, mettons qu'on met un mélange de 3-4 graminées total, on va viser un total de 6 à 8 livres de graminées. Fait que souvent, nos mélanges, là, le total du mélange, il va avoisiner le 22 livres à l'acre, là. C'est à peu près ça que ça donne. Merci. Merci encore, David. Donc, c'est ce qui va mettre fin à notre troisième webinaire Grande Culture. Merci à vous tous d'avoir participé en si grand nombre. J'espère que vous avez apprécié le webinaire. J'aimerais d'abord remercier les conférenciers pour leur présence aujourd'hui puis la qualité des présentations. J'aimerais également remercier le comité organisateur qui est composé de moi-même, Pamela Magnan-Barry et de Louise Lévesque du MAPAC. Merci à notre partenaire, la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, et à notre commanditaire, Agrigo Conseil. Au nom du comité organisateur, merci beaucoup à vous tous et passez une bonne journée.